Ciao à tutti, c'est Gilbo qui vous parle pour le 12e épisode du podcast Calcio Azzurro, un épisode consacré à la nationale et qui affrontera la Suisse en huitième de finale de l'Euro samedi prochain à 18h à l'Olympiastadion de Berlin. Pour m'accompagner, deux anciens camarades de Calcio Mio, tous les deux devenus journalistes, un habitué maintenant du podcast Paul Vinet et un petit nouveau, Grégory Canale. Salut Paul, salut Greg. Salut Gilbo, salut Greg. Salut Gilbo, salut Paul, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir, Greg. L'Italie avance, elle continue son chemin dans l'Euro, sans gloire, très clairement par rapport aux trois premiers matchs, mais avec une émotion et un instant de joie hors norme. 97e minute et 19 secondes d'un match qui devait se terminer à la 98e, cette Italie-Croatie. L'Italie est menée 1-0, plus personne n'y croit. Et là, but de Mattia Zaccagni après une belle action de Calafiori. Greg, je vais commencer par toi. En termes d'émotion, ça a été quelque chose de très, très fort. C'est dingue, moi, en termes d'émotion pure, ça se rapprochait vraiment de la victoire de l'Euro, pour le coup, en dernière émotion pure. Il y a le côté forcément inattendu, où on croit que cette nationale va rentrer chez elle. D'ailleurs, on l'a su après, on l'a su hier, ça a été confirmé, sans ce but de Zaccagni, c'était au revoir pour la nationale. Donc on a basculé, ouais, pour moi, dans une forme de folie. On ne croyait plus en cette nationale et on se disait qu'elle n'y arriverait pas face à la Croatie. Là, le but de Zaccagni, en fait, c'est cette percée de Calafiori qui vient servir Zaccagni, ce but à la Del Piero qui rappelait forcément le but en demi-finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Allemagne. Ça nous emmène en plus à Berlin, donc finalement, la finalité est la même s'il n'y a pas une finale encore, mais on va jouer à l'Olympiastadion de Berlin. Donc c'était quelque chose de dingue. Je pense que ma voisine s'en souviendra de cette joie parce que j'ai vraiment basculé dans quelque chose d'assez fou. Même ma copine qui était à côté de moi m'a dit de me calmer tellement j'étais hors de moi. J'étais en fait entré dans une forme de transe et effectivement, ouais, l'émotion, elle a été incroyable. Je pense qu'en termes d'émotion pure, là, si je dois chercher dans mes derniers souvenirs, là, l'Euro 2021 et la victoire de l'Italie, c'était quelque chose de similaire parce qu'après, l'Italie a forcément traversé là une grosse période noire. Donc, on retrouve de l'enthousiasme et on espère que c'est de bon augure pour la suite. Ouais, non, non, en effet, je te rassure, c'était pareil chez moi. Et le rapprochement, moi, je suis un petit peu plus ancien, donc Ouais. la seule situation de mon vécu où l'Italie s'est retrouvée dans cette situation-là et on a eu ce but à la dernière seconde, c'était l'égalisation de Roberto Baggio en huitième de finale en 94 contre le Nigeria, Ouais. où le commentateur était déjà en train de détruire Saki, les joueurs, et puis là, Baggio qui sauve l'Italie avec une place en finale au bout. Paul, de ton côté, on ne peut pas parler de match référence pour cette Italie-Croatie dans Non. l'ensemble, mais est-ce que ce moment-là, ce but de Zaccagni peut être un moment clé, disons vraiment la référence de l'Italie à l'Euro et lui donner les ailes pour se lancer dans un tournoi de folie? J'ai envie de te dire oui parce que tu as rien d'autre qui te laisse espérer ce motif d'espoir. Donc, faut miser sur ce but et cet élan, ce nouvel élan donné à l'équipe parce que, comme a dit Greg, tu passais dehors sinon. Donc oui, il faut tout miser là-dessus et sur une force de caractère avec les tripes. De toute façon, actuellement, on va en revenir après avec le plan de jeu Spalletti, tu as pas grand-chose à retirer, hein, encore une fois, de ce match et même des 3 matchs. Donc, tu as 2 motifs d'espoir, c'est ce possible élan avec, ce but arraché, avec les tripes et ton gardien de but. Ouais, c'est cohérent. Alors, on a un autre petit motif d'espoir. Mais il est sur le papier, il est virtuel. L'Italie est cette fois, à la différence de l'Euro 2016, on va dire du bon côté du tableau Mmh. en termes d'adversité, même si tout est bien entendu relatif. Donc, on retrouve les équipes qui ont été les plus impressionnantes et celles qui, sur le papier, sont les plus fortes. Enfin, je pense surtout à la France d'un côté. Et de l'autre côté, donc, il y a l'Italie, il y a une équipe des Pays-Bas pas la plus forte qu'on ait connue dans l'histoire.
Et l'épouvantail de cette deuxième partie de tableau, c'est l'Angleterre, tout du moins sur le papier, mais elle aussi pas du tout transcendante. Greg, est-ce que tu penses que c'est vraiment positif ou est-ce qu'au contraire, bah, tu vas te dire c'est un peu plus facile et du coup, tu risques d'avoir inconsciemment d'entrée de jeu un petit relâchement face à la Suisse? Mon côté romantique du football me fait penser que rien n'est dû au hasard. J'ai envie d'y croire, de me dire que cette deuxième place arrachée à la dernière minute et qui te place effectivement dans un tableau, on va dire, de moins grande importance que si on regarde l'autre tableau, effectivement, il y a tous les gros de cet euro, bah, c'est peut-être un signe du destin, mais avec cette Italie qui nous a fait tant souffrir, tant souffrir, pardon, et aussi mon côté, au-delà du côté romantique, je suis aussi superstitieux. Je me dis qu'un match avec l'Italie n'est jamais gagné d'avance. Donc, j'ai envie d'y croire, mais j'attends de voir quand même la prestation des Italiens face à la Suisse. On parle beaucoup du potentiel quart contre l'Angleterre. N'oublions pas les Suisses avant, qui est pas la même équipe. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure que celle qu'on a battue il y a 3 ans à l'Euro. Ça sera un gros morceau pour l'Italie. Mais oui, force est de constater que quand on regarde le tableau, là, je me le suis mis sous les yeux, bah, forcément, les Pays-Bas, même qui terminent troisième du groupe de la France, se retrouvent dans une partie de tableau beaucoup plus abordable que l'équipe de France qui a terminé deuxième. C'est aussi un peu toute la bizarrerie, on va dire, de cet Euro à 24 où il y a des équipes meilleures troisième qui passent. Là, la nationale est pour le coup a un coup à jouer, à mon avis, même si elle n'a rien montré sur le premier tour encore. Je pense que c'est une voie qui peut être royale, mais c'est aussi aux hommes de Spalletti de se la rendre royale, cette voie vers la finale. Voilà, et Paul, tout à l'heure, donc tu avais commencé à parler d'un homme, donc de l'entraîneur, du sélectionneur de cette équipe, Luciano Spalletti, qui a pris une place là après le match face à la Croatie plus importante qu'après les deux autres matchs. Euh, En parlant tactique, donc Spalletti, on sait pas est-ce qu'il va dans une direction voulue de changer régulièrement de système de jeu ou est-ce qu'au contraire il continue de tâtonner parce que au départ, lorsque les joueurs sont arrivés à Coverciano, il teste un peu le 4-2-3-1. Ensuite, il décide de passer très clairement au 3-4-2-1. Les 26 sélectionnés sont faits pour une défense à 3, très clairement. Il choisit 6 défenseurs Ouais. centraux et 4 latéraux. Alors que tout le monde pense qu'il va partir avec une défense à 3 contre l'Albanie, défense à 4. Il le refait contre l'Espagne. La déroute espagnole fait qui revient à 3, mais pas en 3-4-2-1, mais en 3-5-2. Alors, Paul, à ton avis, est-ce qu'il est perdu ou est-ce que c'est une capacité de s'adapter systématiquement à son adversaire? Ah, perdu. Ah, pour moi, il est complètement paumé, Luciano, surtout que là, il a pris tout le monde à revers sur ce dernier match. Personne annonçait, enfin, de ce que j'ai lu, moi, personne annonçait ce retour à 3. Il y avait des changements annoncés dans l'11, on avait fait de toute façon la présentation du match, mais à aucun moment tu avais cette hypothèse de repasser en 3-5-2, donc il a surpris tout le monde. Et tu l'as dit, son effectif est plus bâti pour ça, même si tu sacrifies entre guillemets certains profils, certains joueurs dont on reparlera après. Mais défensivement, en tout cas, oui, tu as bâti ton groupe dans cette éventualité. Donc, c'est une sorte de. Si tu prends juste le groupe, c'est une sorte de logique. Si tu prends le déroulé de l'Euro, c'est pas logique du tout. Donc, moi, je sais pas du tout comment il va se positionner pour ce match contre la Suisse. Il est capable de retourner à 4, il est capable de rester en 3-5-2. Donc, moi, il est en train de me perdre tactiquement. T'as l'impression qu'il a zéro certitude dans son 11 parce que les trois compos, enfin encore plus là, bon, la troisième évidemment c'est pas le même schéma, mais la un et les 2 t'avais pas du tout les mêmes intentions déjà dans le jeu, t'avais des changements aussi dans le 11, enfin dans les changements surtout dans le jeu, pas parce que les 11 étaient les mêmes, mais dans les intentions en tout cas t'as paumé tout le monde par rapport entre l'Albanie et l'Espagne. Et là ouais tu repars totalement sur un autre schéma, donc j'ai l'impression de repartir de zéro. Donc moi ouais, il me perd. Ouais, bah, je crois que tu n'es pas le seul. Je pense qu'il perd un petit peu tout le monde. Greg, moi, il y a une chose que je me pose une question un petit peu sur Spalletti. Est-ce qu'il a vraiment pris conscience d'être un sélectionneur? Parce que il nous a longtemps parlé à chaque après-match de beaux jeux, de beauté, qui veut que ce soit
beau à voir. Et on est sur un tournoi, donc très clairement, c'est particulier. Et la beauté du jeu, bah, des fois, il faut peut-être la laisser de côté et avoir les idées un peu claires, d'être beaucoup plus concret, de se dire l'important, c'est de gagner. Et est-ce qu'il n'a pas finalement commencé à prendre conscience réellement de ce poste juste avant la Croatie? Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il a eu très peu de temps à disposition. Luciano Spalletti, il est arrivé il y a 1 an, même pas 1 an, c'était au cours de l'été dernier, un peu dans une forme voilà, de bordel total dans la nationale avec Mancini qui s'en va. Donc c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps à sa disposition. Il a fait beaucoup d'expérimentations à l'image de ce qu'avait fait Mancini avant. Il a convoqué beaucoup de joueurs là, pendant cette année comme sélectionneur. Il a fait beaucoup d'expérimentations. Mais je suis d'accord avec Paul et avec toi sur le fait qu'on a encore l'impression que c'est un chantier à ciel ouvert, cette nationale, et avec des expérimentations qui sont réalisées au sein même de cet euro, là où je te rejoins, Gilles, bon, il devrait avoir normalement des idées bien claires, au moins se baser sur un système de jeu et pas trop déroger, on va dire, à ce système de jeu. Moi, je pense qu'il a trouvé une certitude, c'est un choix fort, c'est d'installer cette défense. Alors, on disait beaucoup deux gauchers en défense, enfin voilà, tout le monde se posait la question du pourquoi avec Bastoni, avec Calafiori, ce à quoi Bastoni avait répondu, je trouve, de manière très intelligente. Quand il y a deux droitiers en défense, personne ne s'en plaint. Ça, c'est quand même le vrai choix fort. Calafiori, il ne s'était pas escompté qu'il soit le défenseur titulaire dans cette nationale. Et Bastoni, on savait que c'était désormais un pilier, même il est encore jeune. Donc, il y a quand même un choix fort, à mon avis, en défense, qui est remis en question face à la Suisse, puisque Calafiori sera suspendu. Mais au-delà de ça, au-delà de cette charnière centrale et de son capitaine Donnarumma, qui est vraiment le joueur fort de cette nationale. Et c'est vrai que le reste de l'équipe, allez, à une exception près, si je mets Barrel là de côté, bah, on a l'impression que c'est de l'incertitude tactique, que ça va d'un côté. Voilà, il se plie un peu aussi peut-être au choix de ses joueurs. Il y a des journalistes qui ont sorti l'information comme quoi il y avait un pacte avec les joueurs sur le troisième match où les joueurs lui demandaient de revenir à des basiques et à s'appuyer sur des réflexes et comment dire, des automatismes qui étaient en club, notamment avec l'Inter, avec Darmian qui est revenu dans ce 11 titulaire. Donc, est-ce qu'il écoute ses joueurs? Est-ce qu'il est perdu? Moi, je pense qu'il est perdu, Luciano Spalletti. On va voir s'il va se servir de ces quelques comment dire, de ces quelques exemples sur le premier tour pour enfin bâtir un 11 cohérent face à la Suisse. Moi, je suis aussi assez sceptique sur sa capacité à faire jouer la nationale et à avoir une idée claire. On a plus l'impression qu'il est au sein d'un club et qu'il fait des expérimentations. Il n'a peut-être pas encore pris toute l'importance du rôle de sélectionneur, à mon avis. Rebondis sur la tactique, où tu as l'impression qu'en fait, il est reparti par défaut sur ce schéma en se disant je vais mettre certains joueurs dans leur meilleur rôle, Ouais. quitte à aller contre ses principes, c'est un grand mot, mais contre peut-être ce qu'il a vraiment envie de mettre en place, de mettre un Di Marco qui est en grosse difficulté depuis le début de l'Euro, de se dire vas-y, je le mets à son poste de prédilection dans un rôle de piston. Pareil, la défense à 3, t'as parlé de l'Inter, donc voilà, tu remets deux joueurs de l'Inter dans cette défense à 3 où les joueurs ont l'habitude de jouer comme ça. Un Raspadori que t'as pas vu depuis le début de l'Euro, que tu vas positionner dans un rôle de deuxième attaquant, là où il est le plus à l'aise. J'ai l'impression qu'il a essayé de pas prendre de risques, enfin de prendre des risques en changeant son groupe, sa compo, mais de pas prendre de risques par rapport à la disposition des joueurs à des postes qu'ils connaissent parfaitement. Ouais, c'est tout à fait l'idée que j'ai. Et donc, on en revient à ce que Greg disait, qui était mon deuxième point sur Spalletti et sur la place qu'il a prise là après le match contre la Croatie. Spalletti s'est lâché en conf de presse après le match. Et lorsqu'un journaliste, en effet, lui a fait écho d'un pacte avec les joueurs, il a explosé. Et on a eu l'impression de revenir à son époque de l'Inter où il a cherché la taupe pendant des jours et des jours. Parce que Spalletti, en conf de presse, là, on le découvre sur son vrai visage finalement. Il s'est bien tenu pendant ses débuts. Mais Spalletti, voilà, c'est l'entraîneur qui cherchait la taupe dans le vestiaire de l'Inter. L'entraîneur qui, à la Roma, en était arrivé à se cogner la tête sur la table de conférence de presse. Et là, il s'est pris très sévèrement la tête avec deux journalistes, hein, un journaliste étranger et un journaliste italien, à tel point que Gravin a dû intervenir et lui demander d'aller s'excuser. Alors, est-ce que là aussi,
cette tension que Spalletti, qui lui a appelé venin, en fait, il a dit j'en ai déjà assez dans mes veines, pas besoin de m'en rajouter. Est-ce que cette tension, elle est due au fait qu'il sent peut-être un petit peu l'équipe lui déraper dans le jeu et puis la crainte de se faire éliminer, ou est-ce que c'est une façon de protéger son groupe, C'est sûr que Terzic? c'est deux salles, deux ambiances avec Mancini. Mancini, c'était des conférences de presse très classiques où il laissait pas forcément une grande place à l'émotion. Moi, je trouvais, même dans l'Euro 2021, c'était toujours très sobre, très efficace. Là, on a un Spalletti, j'ai envie de dire, plus à l'image, je dis pas que Mancini n'est pas italien, il est très italien, mais voilà, plus à l'image solaire des Italiens qui peut effectivement laisser place à un peu de romantisme, un peu de caractère. Et effectivement, tu faisais référence, Gilbo, à cette prise de tête avec les journalistes. C'est assez croustillant. Maintenant, moi, j'ai envie de croire qu'effectivement, il attire l'attention sur lui pour protéger un peu plus son groupe. Peut-être qu'il se dit aussi que la nationale n'a jamais été meilleure que dans des moments où voilà, elle était critiquée de l'extérieur, où on disait justement à l'extérieur que le groupe ne vivait pas bien. Je pense forcément, l'exemple qui me vient en tête, c'est celui de Calciopoli en 2006, où et ben, le groupe s'est pris en main et a dit voilà, on va aller au bout de cette compétition, on va faire fi de ce qui se passe à l'extérieur. Donc oui, je ne sais pas si c'est mon côté idéaliste, mais j'ai envie de croire que Spalletti essaye de protéger ses gamins, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises, et je pense que ce n'est pas anodin s'il le dit, ce groupe est fait de joueurs qui l'ont impressionné sur le plan mental, sur le plan de la disponibilité, il l'a dit à plusieurs reprises, et le but de Zakan, il vient témoigner de ça, c'est que même les joueurs qui vont avoir peu de temps de jeu vont avoir un rôle à jouer. C'est aussi ce que laissait paraître hier El Shaarawy en conférence de presse, lui qui n'a pas encore joué, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas rentré encore dans cet Euro. On a quand même l'impression que c'est un groupe qui tire dans le même sens. Peut-être que c'est mon côté idéaliste qui veut voir ça, mais au moins, je pense que c'est quand même un point positif. C'est qu'on a quand même l'impression que le groupe vit assez bien dans cet Euro où l'Italie paraît encore très incertaine. À côté, Spalletti, moi, il m'a fait de la peine sur la seconde période contre la Croatie. Je l'ai trouvé abattu sur chaque Ouais. plan qu'il y avait sur lui. Il était abattu, tu as l'impression qu'il était dépassé par la situation, sans solution. C'est ça qui est assez fou quand tu vois à côté le caractère que c'est, qui peut s'énerver très vite, qui part très vite dans les tours. Et là, il a été éteint. J'ai trouvé éteint totalement, presque à lâcher les joueurs. Enfin, c'est ça qui est fou. Pour moi, il lâchait les joueurs sur la fin de match en mode, j'ai fait les changements maintenant, bah, on a en fait. Ouais, et c'est les joueurs d'ailleurs qui l'ont en quelque sorte sauvé parce que Calafiori a montré quand même une force de caractère pour son jeune âge et pour le peu d'expérience qu'il a en équipe d'Italie, de prendre ce ballon sur la dernière action, de monter lui, on va dire à la baïonnette hein, pour y aller et puis qui fait cette passe à Zaccagni, c'est quelque chose de vraiment d'énorme. Tu as cette chance avec Calafiori et Bastoni d'avoir 2 profils au-delà du gaucher qui remontent, qui jouent avec le ballon. Ce sont des joueurs de ballon et donc là, tu façon sa dernière action, tu le vois, il y a Bastoni et Calafiori, ils peuvent te Mm. le faire, ils te le font sans aucun problème de remonter, de prendre, bah, cette prise d'info vers l'avant et de continuer d'aller au bout de l'action. Donc c'est quand même un gros plus. Ça, par contre, Calafiori, il faut le mettre au crédit de Spalletti de l'avoir installé. C'était pas donné du tout au début de Ouais. la compète de dire que c'est lui qui allait être installé derrière. Non, ça là-dessus, il a vraiment fait une belle trouvaille et pris un risque qui, du coup, ça s'est avéré payant. Calafiori, il fait la passe à Zaccagni, donc un but magnifique de Mattia Zaccagni. Mattia Zaccagni, donc, il a joué une vingtaine de minutes contre l'Espagne sans montrer grand-chose. Là, il est mis dedans, on va dire, c'est un petit peu le choix de la désespéré, quoi, de se dire j'ai plus rien à perdre, je mets dedans tout ce qui me reste comme force offensive pour aller chercher l'égalisation. C'est lui qui marque. C'est un joueur qui a vécu une saison un petit peu plus difficile que la précédente où il avait vraiment explosé complètement sous Sarri. C'est le meilleur dribbleur de l'équipe, très clairement. Fait même partie des tout meilleurs dribbleurs du championnat. Il a un taux de dribble réussi en Serie A égal à celui de Leao, donc c'est quand même pas rien, même si voilà, d'un côté on a un joueur qu'on met beaucoup en avant et de l'autre un joueur qui est plus discret. Maintenant, Paul, je vais d'abord te demander à toi, est-ce que Zaccagni peut arriver à avoir une place de titulaire dans cette équipe d'Italie? Tu joues dans quel schéma au prochain match? C'est ça la question. C'est tout. Tu joues pas dans un 3-5-2, ça sera malheureusement non, parce que ça sera Di Marco s'il est en état de jouer. Après, si tu repasses un 4-3-3,
pleinement sa place sur l'aile, sachant que Pellegrini, ça a la confiance de Spalletti sans l'avoir parce que c'est le premier à sortir, j'ai l'impression, à tous les matchs. Donc ça peut se tenter Zaccagni en te disant que, bah, c'est ton petit porte-bonheur, là, il peut avoir ce petit côté-là sur la compète, porte-bonheur, bah, qui lui, en plus, lance véritablement son aventure avec la Nationale. Il a été pris la première fois en 2022, mais il a jamais enchaîné. Il a toujours été embêté par des pépins physiques. Donc là, c'est peut-être, ouais, ce petit côté de te dire, «Écoute, il me sauve les miches, on va le tenter, si je pars dans un 4-3-3, on va le tenter à gauche avec Chiesa à droite» et voilà, de toute façon, c'est un bon joueur, hein. Même s'il fait pas une excellente saison, à l'image de la Lazio, l'année dernière, c'est un des meilleurs, voire le meilleur offensif italien, je vais pas dire italien tout court, mais offensif italien de la saison. Donc tu sais très bien qu'il est capable de te faire des belles choses. Donc ça se tente largement si tu as le schéma pour. Alors, il y a un autre joueur qui, bon, lui, on en parle à chaque émission, mais on est obligé de lui faire une statue tellement il est grandiose depuis le début de cet Euro. C'est ce Gigio Donnarumma qui, encore une fois, contre la Croatie, n'a rien du tout à se reprocher, hein, entre la frappe de Susic dès la 5e minute, le penalty arrêté à Modric, et là aussi, en termes d'émotion, on était pas mal, même si 30 secondes après, il se prend le but, alors qu'il venait de faire certainement un des arrêts les plus difficiles de l'Euro. Greg, là, on a vraiment notre top joueur. C'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de rescapés de cet Euro 2021. Il y en a quelques-uns, hein, et même dans le 11 de départ. Et Donnarumma, qui a été en plus le meilleur joueur du dernier Euro, c'est vrai que bah, voilà, c'est un peu le totem de cette nationale et qui est perdu. Il sort d'une saison très compliquée avec le Paris Saint-Germain où il a été souvent remis en question, beaucoup critiqué par les supporters. Juste avant le début de l'Euro, je faisais un tournoi avec des amis très supporters du Paris Saint-Germain où ils me disaient voilà, on en a marre des gardiens italiens au PSG entre Buffon qui te fait la boulette en Ligue des Champions et Donnarumma, voilà, très incertain au jeu au pied, qui est bon sur sa ligne, mais dans les sorties qui n'inspire pas confiance, très critiqué. Et là, il te sort un Euro, mais vraiment taille patron. Depuis le début de l'Euro, c'est clairement, allez, je mets Calafiori sur le plan des joueurs de champ au-dessus, mais dans l'absolu, je pense que c'est le meilleur joueur de la nationale et sur ce début d'Euro. Il faut se rappeler ce match face à l'Espagne, où pour moi, l'Espagne doit gagner 3-4-0. Donnarumma fait 8 arrêts, dont au moins 5, mais d'un niveau vraiment de top, voilà, top mondial. C'est notre certitude. Moi-même gardien, moi je suis moi-même gardien. J'ai été beaucoup, comment dire, j'ai été avec lui sur le match face à la Croatie dans le sens qu'il arrête ce penalty, il permet à la nationale de maintenir l'espoir face à la Croatie. Pour se prendre un but juste derrière, il a pourri sa défense et là, j'étais entièrement d'accord avec lui. Pour moi, c'est une faute professionnelle ce qu'a fait l'Italie sur ce match face à la Croatie. Il y a Donnarumma qui vient faire cet exploit juste après pour prendre ce but, ou juste avant, en plus, il fait un arrêt encore exceptionnel et personne suit Modric. Ouais, c'est l'une des. On parlait des certitudes tout à l'heure, c'est l'une des seules vraies certitudes de ce 11 de Luciano Spalletti. Il a la victoire en lui, il a cette expérience de la nationale, il a vécu aussi les moments très difficiles. Donc j'ai envie de croire que Donnarumma peut être l'un des sauveurs de l'Italie. Mais voilà, vraiment, s'il y a une prestation à retenir, au-delà de son match face à la Croatie, c'est face à l'Espagne où il a été juste génial, quoi. Il assure, quoi. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors, pour un gardien qui assure, par contre, en contrepartie, on a une attaque en berne, très clairement, il faut dire la vérité. Et là, Spalletti, il a tout essayé. Il a trois attaquants, on va dire, de pointe, si on considère Raspadori attaquant de pointe. Scamac, bah, c'est pas le joueur qu'on voit à l'Atalanta. Retegui, c'est beaucoup de bonne volonté, mais face à la Croatie, il n'a pas arrivé malgré tout à faire la différence. Raspadori, il lui a tourné autour, mais on a bien senti que les deux joueurs n'ont pas une complémentarité, tout du moins ils l'ont certainement techniquement entre un joueur qui a plutôt tendance à revenir et l'autre à prendre la profondeur, mais on voit qu'ils sont pas du tout habitués à jouer ensemble et donc là à ce niveau-là de compète c'est compliqué. Est-ce que, Paul, est-ce qu'on a un véritable souci de qualité sur nos attaquants ou est-ce que, on va se dire, avec l'arrivée des matchs à élimination directe, style un Paolo Rossi en 82, si on veut voir le côté positif, un des deux avant-centres va se réveiller et va nous porter loin dans cet Euro?
Souci de qualité, je ne pense pas, vu la fin de saison d'un Scamacca qui a régalé, que ce soit en club, que ce soit en Serie A ou même en compétition européenne. Tu gagnes, surtout que tu gagnes l'Euro il y a 3 ans avec Immobilier. Alors, en Serie A qui était monstrueux, cette année c'était plus compliqué, mais qui était monstrueux, mais en National qui avait un gros problème. Tu as réussi à gagner l'Euro avec un Immobilier qui te met que un but, je crois, dans la compète et c'est le premier match. Mais après, j'ai une question. Raspadori, Scamacca, ils ont déjà joué ensemble, non? À Sassuolo, tout à fait. C'est quand même dommage, non, de mettre un schéma à deux et de ne pas miser sur une association qui a fonctionné avec Scamacca qui est en galère sur les 2 premiers matchs. Une des raisons pour moi, c'est qu'il est tout seul devant. Tu sais que c'est un joueur qui a besoin d'avoir du soutien offensivement pour être performant. Tu lui mets Raspadori derrière lui, ils se connaissent tous les deux, ils ont joué ensemble 1 ou 2 saisons. Il a un soutien, même à la Talenta, qui est un peu dans un schéma pareil avec du soutien autour. Et ben, tu vas mettre Retegui devant. Voilà, c'est des choix de Spalletti, moi, que j'ai du mal à saisir. Donc, je pense pas que ce soit un souci de qualité, c'est un souci de façon de plan de jeu déjà, parce qu'offensivement, t'as pas non plus 50 000 ballons. Donc, l'Espagne, Scamacca, il faudrait voir le nombre de ballons dans les 30 mètres de l'Espagne, ça doit se compter sur une main. Euh, donc, non, non, pour moi, c'est juste une question d'animation offensive. Oui, C'est mais juste. Raspadori, Scamaca, ce serait ouais, pour moi une énième expérimentation. Alors oui, ça se tente parce qu'il y a des automatismes qui ont existé en club. Pour revenir sur le cas de Scamaca, c'est vrai que le match de l'Espagne a supprimé totalement des mémoires son match face à l'Albanie, où je trouve quand même que sur la première mi-temps, il a été intéressant, il a libéré des espaces, il s'est proposé dans le jeu des Azzurri, et un peu à l'image de tous les Azzurri, bah, sur la deuxième mi-temps, ça a reculé un peu. Sur le match face à l'Espagne, aussi à l'image de tous les Azzurri, il est passé à côté de son sujet. Mais moi, je trouve personnellement, sur le match face à l'Albanie, la première mi-temps de Scamaca a été très intéressante. Il lui manque le but, c'est sûr, parce qu'un attaquant, ben, on lui demande avant tout de marquer. Immobile, il a été beaucoup critiqué à l'époque de l'Euro 2021 parce qu'il n'avait pas marqué beaucoup de buts, mais il y a aussi de grandes nations qui arrivent à aller au bout de tournois avec des attaquants de pointe qui font briller le reste de l'équipe. Ouais, très probablement, c'est ça. Alors, vous avez commencé à parler de la formation qui va affronter la Suisse de façon indirecte. Spalletti, il teste actuellement plutôt un 3-4-2-1. Il revient un petit peu à son idée initiale, même si c'est difficile de faire fi de ses essais dans les jours précédant les matchs parce qu'il a testé le 4-2-3 enfin, avant la Croatie jusqu'au dernier Ouais. jour. Donc, les joueurs, ça s'est décidé au tout dernier moment. Donc bon, si on reste quand même dans cette idée-là, euh, il y a, au-delà donc de savoir qui va jouer entre Retegui et Scamacca, parce qu'en 3-4-2-1, Raspadori va très certainement retourner sur le banc. Paul, quelle place on peut et on doit donner à un joueur comme Chiesa, qui reste malgré tout l'homme fort techniquement de cette équipe? C'est une très bonne question. Lors de ce schéma-là, bah, de toute façon, on l'a vu à la Juve, Greg et moi, hein, deuxième attaquant, enfin, on le sait, c'est pas son poste de prédilection. Il s'est démerdé sur certains matchs parce que ça reste un très bon joueur. Mais de toute façon, on l'a vu contre l'Albanie, c'est sur l'aile qu'il est le plus performant. Même là, son entrée est plutôt convaincante. Moi, j'ai pas tout aimé, mais son entrée reste voilà, convaincante parce que c'est un profil que tu n'as pas forcément à côté. Donc, c'est un joueur qui va te mettre un peu le bazar quoi qu'il arrive. Là, dans une défense à 3 sans véritable ailier, je sais pas du tout ce que tu fais de Chiesa et ça m'embête fortement de te priver d'un Chiesa sur des matchs comme ça, à élimination directe. Donc, je suis sur ce choix-là, je sais pas du tout si tu dois prioriser ce joueur en te disant je peux pas me passer d'un Chiesa, donc il faut que je joue avec des ailiers, ou si tu te dis bah, je suis plus efficace dans un 3-5-2, 3-4, 1-2, 2-1. Donc, écoute, Chiesa, c'est en joker. Je sais pas du tout. Je suis un peu dans le même état d'esprit que Paul. Je suis un peu indécis sur Chiesa. Alors, moi, grand amoureux de Federico Chiesa, qui m'a fait rêver à l'Euro 2021. Effectivement, je suis d'accord sur le fait que sur un côté, quand il rentre, voilà, il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant en tant que deuxième attaquant, même s'il fait le job. Moi, je me pose la question justement de Federico Chiesa. Est-ce qu'il n'a pas un meilleur rôle
comme super sub finalement. Est-ce que un Chiesa qui rentre en cours de match dans un match difficile, on sait que face à la Suisse, ça va être un match difficile, avec une Italie peut-être alignée au départ, il ne figurerait pas dans le 11 de départ. Est-ce qu'un Chiesa en cours de match, c'est pas aussi intéressant? On sait aussi qu'il a du mal à récupérer des jambes depuis sa rupture des ligaments croisés. Il a du mal quand même à faire des matchs 90 minutes à haute intensité. Donc moi, je me demande aussi sur ces matchs à élimination directe si c'est pas plus intéressant. Ça me fend le cœur de dire ça, mais d'avoir un Chiesa qui rentre en cours de match. Je me pose la question et je suis très indécis Bah, sur ce sujet. moi, je te rejoins. Franchement, je te rejoins parce que, surtout contre la Suisse, c'est pas honteux de se dire que ça peut aller en prolongation. Donc, tu as un Chiesa qui rentre, je dis une bêtise, à 70e. Tu sais qu'il peut aller au bout. Alors que moi, ça m'embêterait de le voir débuter et de le voir sortir à la 60e, alors que c'est là où tu vas avoir besoin, selon le scénario, de mettre un peu de bazar et surtout d'avoir des joueurs qui ont du caractère. Et Chiesa est un joueur qui a du caractère. Ouais, ça peut être une idée, et surtout qu'avec Chiesa et Zakani, si tu les fais rentrer tous les deux à 30 minutes de la fin, ça peut faire peut-être exploser Oui. pas mal Ah, de le défense. le banc de l'Italie en plus, je trouve le groupe est peut-être bien fait pour ce même, je trouve le groupe assez faible en sortie de Mm. banc. Donc avoir en sortie de banc un Chiesa, un Zaccagni, c'est aussi un plus. Ouais, ça peut être une solution. Donc, il y a cette question-là, mais la grosse interrogation pour l'Italie par rapport au match de samedi soir, c'est l'absence de Calafiori, qui est donc est suspendu. Et donc, qui va le remplacer? Et là, c'est un grand questionnement parce qu'on perd finalement un joueur qui nous a beaucoup apporté sur ce premier tour. Il y a deux profils qui se dégagent. L'un, c'est le joueur du Taureau, Buongiorno, qui est gaucher comme lui, Ouais. mais plus posé, plus défensif. Et sinon, tu as un choix encore plus défensif et fort, disons, au marquage, qui est celui du romaniste à Mancini. Toi, Greg, qu'est-ce que tu en penses? Lequel des deux te semble le plus à même de prendre cette place? Ah bah, deux profils très différents. Mancini qui était annoncé comme un probable titulaire dans cet Euro, et c'est vrai que Calafiori a été installé un peu à la surprise générale. Dans une défense à 3, bah, j'ai envie de te dire, les deux connaissent ce schéma de jeu. Si on veut aller dans l'idée de Spalletti, deuxième gaucher avec Buongiorno, je pense que du côté de l'expérience, Mancini, à mon avis, a un petit temps d'avance sur Buongiorno parce que Mancini a connu des échéances européennes. C'était pas avec l'équipe nationale, mais c'était avec l'AS Roma. Le seul côté qui me fait peur de Mancini, c'est un peu ce côté chien fou. Mais est-ce que la nationale n'a pas besoin aussi de ce genre de profil en défense face à une Suisse qui va être voilà, qui va la titiller, cette équipe de l'Italie? Moi, je pencherais plutôt quand même pour le profil du romaniste en espérant qu'il ne pète pas les plombs face à la Suisse. Ouais, moi je te rejoins. Par contre, moi j'ai juste une question. Dans l'éventualité où tu repars dans une défense à 3, ça veut dire que Bastoni, tu le mets pas, tu le mets axe gauche. Si tu mets Mancini, c'est ton seul gaucher du coup de la défense. Ouais. C'est la seule interrogation que j'ai. Et après, pour moi, enfin, je miserais plus aussi sur Mancini pour l'expérience. Ouais, en tout cas, c'est un questionnement, mais en tout cas, Spalletti hier, il a brouillé les cartes, et dans son test, il a fait jouer en défense Gatti, Mancini et Buongiorno, tous les trois. Donc, au moins, comme ça, Obligati. il On Obligati la oublie a, on oublie Gatti. Eh oui. il a complètement mélangé le Et truc, en plus, et on ne sait ce qui est pas du pas coup. mal avec un Mancini, c'est que c'est un joueur qui marque Ouais. aussi. Comme un Gatti, je me fais penser à ça, mais ce sont des joueurs qui savent marquer. Rapidement, côté formation, il y a un troisième point que je voulais aborder. Et là, je vous pose la question de but en blanc, vous me répondez tous les deux. Jorginho ou Fagioli? Greg, je sais pas si tu t'es inspiré là-dessus, hein, je peux te laisser y aller. Non, mais de prime abord, je te dirais, on mise sur la continuité et on met Jorginho. Mais Jorginho, voilà, c'est un joueur qui est perdu. Sans Verratti, en fait, qui tourne autour de lui à l'Euro, c'est ça aussi qui faisait la force de l'Italie, c'était ce duo avec ce double un peu, voilà, doppio play, doppio regista. Non, je suis perdu sur Jorginho. Je pense que dans une équipe d'Italie qui n'a plus la maîtrise du ballon, voilà, au contraire de ce qui se faisait à l'Euro, Jorginho est presque inutile dans cette équipe. Mais
Est-ce que vaut pas mieux miser sur la continuité sur ces huitièmes de finale plutôt que de tout remettre en question? Je sais pas, je me pose la question effectivement. Ouais. Moi, le truc qui me fait pencher Jorginho, c'est qu'il peut te permettre, alors même s'il fait des passes à 2 mètres qui ne servent à rien du tout, ça peut te permettre de reposer un peu le jeu sur le peu, alors je sais pas comment ça va se passer niveau possession contre la Suisse, mais il va te permettre de réorganiser un peu l'effectif si tu es vraiment en train de prendre une tempête dans le jeu par la Suisse qui sera peut-être un peu en mode foufou, on va presser haut et tout. Donc c'est peut-être le seul joueur qui peut te garder ce ballon et te réorganiser un peu tout ça. Donc moi je pense qu'il penchera Jorginho pour l'expérience. Il va pas prendre, en fait, il peut pas prendre trop de risques dans son Ouais. 11 non plus parce que tu as pas de certitude. Et pour moi, Fadjoli, je le vois absolument pas débuter de par déjà son manque de rythme et de son inexpérience, on va dire, au haut niveau sur un match comme ça. Pour moi, ça se joue entre Jorginho et j'ai encore peur de le dire, mais Cristante, c'est Cristante. toujours pareil. Ouais, ce qui serait un choix beaucoup plus conservateur, beaucoup plus défensif. Mais c'est vrai, tu as raison, Paul. Il a beaucoup testé Cristante hier. L'Italie, samedi, bah, affronte la Suisse, hein. Donc, c'est une équipe que l'Italie connaît bien parce qu'on l'a plutôt affronté plusieurs fois dernièrement entre les qualifs Mmh. à la Coupe du Monde au Qatar et à l'Euro 2021 avec une victoire assez nette en phase de poule. Suisse-Italie, donc c'est 61 confrontations jusqu'à maintenant et seulement 8 défaites de la nationale. Et donc c'est un adversaire qu'on a l'habitude d'affronter, mais avec qui, dans l'ensemble, ça se passe bien au final. Mais néanmoins, c'est un adversaire coriace. Ils l'ont prouvé en phase de groupe. Ils n'ont perdu aucun des 3 matchs qu'ils ont eu à jouer. Ils ont réalisé un match au top contre l'Allemagne. Et encore une fois, on retrouve une équipe avec des joueurs qui connaissent le calcio à la perfection, vu qu'il y a quand même 5 titulaires, si je ne dis pas de bêtises, de l'équipe suisse qui jouent en Italie, hein, Sommer, Rodriguez, les deux de Bologne, Abischer les trois de Bologne d'ailleurs, Abischer, Froller et Endoy, plus Okafor sur le banc qui pour l'instant n'est pas rentré. Encore une fois, est-ce que ce côté, disons, d'avoir une équipe qu'on connaît mais qui nous connaît, est-ce un avantage ou c'est plutôt un inconvénient, Greg? Je dirais plutôt, pour ma part, enfin, c'est difficile de se prononcer, mais dirais plutôt un avantage de bien connaître aussi l'ossature de l'équipe adverse. Alors, j'ai commencé à avancer cette idée tout à l'heure. Il ne faut pas imaginer la Suisse comme à l'Euro 2021. C'est l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021. C'est une équipe totalement différente. On est loin de cette Nati de Petkovic, voilà, qui était assez tristounette à regarder, où il n'y avait pas forcément d'identité tactique qui se dégageait. Là, on a une Suisse beaucoup plus dans la proposition du jeu, qui, dans les derniers matchs face à la nationale, et tu parlais du bilan, a pas mal embêté l'Italie. Je crois que sur les 8 derniers matchs, j'avais vu la stat passer, il y a eu quand même 6 matchs nuls. Donc, il y a quand même une difficulté pour l'équipe d'Italie à battre cette Dont équipe les deux en suisse. phase de qualif. Les deux en phase de Ouais, qualif, bon, les deux en rappelons-nous. phase de qualif, je crois. Et la dernière défaite, par contre, elle est très loin, hein. Ça remonte à Elle est en 93 sur une qualif en Coupe du 93, Monde. ouais, c'est ça, j'ai regardé. Ouais. Ouais. Donc moi, j'irais plutôt un avantage de connaître les joueurs en face, mais voilà, une Nati qui va être très difficile à manœuvrer, qui a montré de belles choses face à l'Allemagne. N'oublions pas qu'il a quand même aussi galéré face à l'Écosse. C'était un match assez spectaculaire, hein, face à l'Écosse, un des plus beaux matchs sur le premier tour. Il y a eu un partout. Moi, j'avais trouvé ce match vraiment assez sympa à suivre. Mais voilà, face à une équipe un peu box-to-box. Alors, je ne dis pas que la nationale est box-to-box, mais elle est quand même très différente de ce qui se faisait en 2021. Face à voilà, un profil d'équipe qui procède en contre-attaque, est-ce que la Suisse ne va pas être mise en difficulté? C'est tout le mal que je peux souhaiter à cette équipe de la nationale. Mais ouais, adversaire coriace et qui a quand même bien évolué avec Murat Yatkin sur le banc voilà, depuis 2-3 ans, je dirais maintenant. Et c'est surtout une Suisse qui va jouer sans pression. Ouais. Parce que même si pour moi, en termes d'impression sur la phase de poule, la Suisse a donné meilleure impression qu'Italie. La pression, elle reste sur l'Italie parce que tu es le gros nom. Donc la Suisse va arriver sans prétention en disant, écoute, nous, on va faire notre jeu de toute façon. Et puis, la pression n'est pas sur nous, hein.
Ouais, ça c'est une certitude. Alors si on regarde un peu sur les trois lignes de l'équipe de Suisse, donc une défense extrêmement expérimentée, entre Sommer et les trois défenseurs centraux, c'est 353 matchs en équipe nationale, donc c'est une expérience énorme, hein. C'est une défense qui tourne autour de Manuel Akanji, avec un très bon gardien qui s'est révélé un des deux, trois meilleurs gardiens du championnat d'Italie qui plus est. Au milieu de terrain, bah là, on a un peu l'impression de retrouver le Bologne de Thiago Motta, quoi, avec Freuler et Aibischer qui va jouer dans une position de latte gauche, qui va rentrer dans le dos entre Di Lorenzo et Barella. Donc là aussi, ça va être un problème. Et il y a Xhaka en métronome. Et devant, la Suisse a une particularité, on va dire, elle n'a pas arrivé à dégager un avant-centre titulaire. Mais peu importe qui elle a fait jouer, ils se sont malgré tout tous les trois montrés efficaces. Et tu as ce Endoy qui lui aussi est à Bologne. Qui réalise un début d'Euro vraiment intéressant. Donc, là, cette équipe, est-ce que vous la trouvez dangereuse par rapport à ce que l'Italie est en termes de formation? On laisse de côté l'état de forme. Ou est-ce que c'est une équipe qui plutôt est dans les cordes pour cette nationale? Bah, sur le papier, je viens de te dire dans les cordes, c'est pas un mastodonte européen. Après, le souci, c'est que c'est un très beau collectif. J'ai l'impression que les joueurs se connaissent très bien, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Contrairement en Italie qui a beaucoup moins de certitude. Donc la différence, elle est là. Après, oui, c'est forcément en dehors de sa défense, tu as dit avec le nombre de matchs en sélection, c'est une équipe qui est un peu moins expérimentée devant. Dadendoy, c'est une des révélations de cet euro, mais qui a en dehors de sa saison à Bologne, qui a pas de référence plus que ça et encore à Bologne, c'est pas des références de haut niveau, ça reste et enfin, on verra l'année prochaine ce qui donnera vraiment sur des rendez-vous. Soit il part dans un plus gros club, soit on verra en Ligue des Champions. Mais c'est pas une équipe qui a des enfin, c'est pas ce sont pas des joueurs qui ont des références monstrueuses devant. Gros morceau en mettant des guillemets, mais dans l'état de forme et dans l'histoire récente de la nationale, et c'est un match qui va être très difficile avec, je le disais, une Nati différente d'il y a 3 ans, avec effectivement une équipe, tu disais, tu avançais, tu l'as comparé au Bologne de Thiago Motta, je la trouve assez similaire finalement dans ce jeu, et même pour rejoindre Paul, pour aller plus loin, là où on a une nationale et qui est incertaine sur sa formation, avec des joueurs, voilà, il y a encore une forme d'expérimentation dans cette nationale et on a en face une équipe où on a l'impression qu'elle joue comme une équipe de club, voilà, avec des joueurs Mmh. qui se connaissent très bien. Tu disais au-delà de l'état de forme, moi je pense que c'est aussi un paramètre à pas négliger. La native va avoir un jour de récupération en plus par rapport à la nationale et avant d'affronter ce huitième de finale. Moi, je pense que c'est un paramètre quand même à prendre en compte là où moi j'ai trouvé sur ce premier tour, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai trouvé une nationale très émoussée. Je l'ai trouvé Ouais. à chaque fois vraiment aller chercher vraiment au plus profond des physiques à chaque fois, au plus profond de son état de forme pour aller arracher ce match nul face à la Croatie. J'ai trouvé que sur ce premier tour, l'équipe d'Italie, à mon sens, a quand même grillé pas mal de carburant. Donc, c'est aussi à voir l'état de forme face à la Suisse. Voilà, il y a l'Italie qui a joué lundi, qui rejoue dès samedi. On a vu que ça avait pu jouer des tours, notamment si je me base sur un euro récent, l'euro 2016, face à l'Allemagne, où on avait voilà, une Italie qui était moins talentueuse peut-être encore que celle qu'on a sur le papier. Et voilà, on est à des années-lumière de ce qui s'est fait à l'Euro 2021. Bon, on a une nationale qui était allée assez loin en quart de finale, mais voilà, qui avait terminé l'Euro, je m'en rappelle, quasiment. Voilà, il y avait beaucoup de joueurs à l'infirmerie, beaucoup de joueurs voilà, qui étaient qui étaient allés au bout de leur effort. Ouais, non, mais tu as raison, le côté physique va être important. Enfin, de toute façon, tu le vois contre l'Albanie qui est ton premier match de la compète et tu sens qu'à l'heure de jeu, c'est commence à piocher très fortement. Donc, oui, oui, là-dessus, c'est pour ça que le coaching de Spalletti va être très important aussi. Ouais, c'est une certitude. Maintenant, on pourrait regarder le verre à moitié plein et de se dire que peut-être la préparation physique pendant le stage était
plutôt porté pour avoir une équipe en forme sur la phase à élimination directe. Mais bon, ça reste à voir et c'est relatif. Je vous donne juste une stat comme ça qui est intéressante et en plus avec le but de Zakagne, et c'est sympa à l'entendre. La Suisse a subi sur ses 16 dernières rencontres la moitié de ses buts après la 82e minute. Donc ça veut dire que même si on sent que ça vient pas, on peut encore espérer Ah oui. un but last time. Je vous donne cette stat. Maintenant, je vais vous demander à chacun de me donner un petit prono du match. Paul, Greg, allez-y. Puis je vous donnerai le mien après derrière. Écoute, je rebondis sur ta superbe stat. Alors, je voulais envoyer l'équipe au tir au but, mais alors, vu ta stat, alors soit l'Italie arrache les tirs au but avec un but dans les dernières minutes, et j'ai envie, on va être optimiste et s'impose au tir au but, ou soit tu gagnes dans les dernières minutes un match bien fermé à 1-0 avec un but, attention monsieur, de Stéphane El Shaarawy. On est doux rêveurs, à Zakani voilà, El Shaarawy qui porte le nouveau costume de super-héros. Mon côté superstitieux, mon côté romantique, je disais tout à l'heure, rien n'est dû au hasard. L'Italie va jouer dans le stade qu'il a vu sacrée championne du monde en 2006. Elle évite aussi à la dernière minute l'équipe hôte de ce tournoi, l'Allemagne, voilà, qui a égalisé face à la Suisse. Et sans cette égalisation à la dernière minute de l'Allemagne, on se retrouvait face à la Nationalmannschaft pour ce huitième de finale. J'ai envie de croire que quelque chose voilà, d'au-delà du sport sourit à cette nationale. Et donc, je vais quand même mettre la nationale qui se qualifie pour les quarts de finale. Et je vois effectivement un match très étriqué qui va se décider en prolongation pour moi avec un but de l'inévitable Federico Chiesa. C'était obligé ça. Voilà. Non, mais ce serait bien, comme ça, il en serait son heureux. Bon, moi, pour ma part, je vais jouer un peu avec le cœur, avec notre cœur à tous, Dès que quoi. tu aimes bien. Et je vais aller dans ce que Paul avait commencé à dire. À mon avis, ça va se finir un partout et on va aller au tir au but et Donnarumma qui nous envoie en quart de finale. Allez, on prend, hein, même si On prend. ça va On pas, prend, c'est bien sûr. compliqué, hein. Et Voilà. moi, j'ai une question. Ouais. En cas, là, en tant que sélectionneur, s'il y a ce fameux penalty contre la Suisse, vous lancez Jorginho, vous assurez qu'un Pellegrini qui a l'habitude de tirer, est-ce qu'on essaye de casser ce Bah, double moment de Jorginho? Spalletti a donné quelques indications en conférence de presse quand on lui a posé la question, quand les journalistes lui ont posé la question, mais je m'inclus dedans. Il a répondu, il a donné plein de noms et Jorginho, c'est l'un des derniers noms qu'il a sorti. Donc, c'est pas impossible que dans sa tête, Jorginho ne soit pas le premier tireur. Est-ce qu'il a fait ça aussi? Est-ce que c'était une forme de communication pour essayer d'éloigner un peu la question, de perdre un peu les journalistes? Mais en tout cas, c'est un truc à retenir, c'est que quand on lui a demandé qui est le tireur attitré de l'Italie, il a dit il n'y a pas de tireur attitré, il y en a plein qui sont capables de tirer. Il a cité plein de noms et Jorginho, je crois que c'était le 4e ou 5e nom qu'il a cité. Ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, à titre perso, s'il y a un penalty à tirer pendant le match, j'espère que Jorginho ne le tirera pas parce que Bah, ça va être Surtout vraiment face à la compliqué. Suisse. Surtout face Oui, à la non, mais Suisse. voilà, vu S'il le met, l'adversaire. s'il le met pour lui, t'es face. Enfin, je pense qu'il souffle, hein. S'il le met, la sueur, elle sera tombée. Alors, s'il le rate, je pense que déjà que tu l'as perdu bien comme il faut. S'il le rate ton match contre la Suisse, tu le sors instantanément et tu le laisses au placard jusqu'à la fin de l'Euro. Ouais, il pourra peut-être même demander la nationalité suisse, du coup, s'il le rate. Bah écoutez les gars, je vous remercie de ce moment très agréable qu'on a passé ensemble. Ça a été un petit peu plus long que d'habitude, mais enfin, c'est l'Euro, c'est l'Italie qui joue, donc c'était génial. Merci Paul, merci Greg, merci à tous de nous Toi. avoir écoutés et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti. Merci Gilles, ciao.